Bienvenue dans le débat sur France 24. 41e jour de guerre en Ukraine. Après les exactions de Boutcha, Européens et Américains musclent les sanctions. Des sanctions qui touchent le secteur énergétique, financier, les oligarques. Mais aussi, qu'en est-il de la culture russe? Faut-il la boycotter? Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux artistes russes ont été déprogrammés de concerts, festivals ou encore salles de spectacle. Le chef d'orchestre Valéry Gergiev ou la soprano Anna Trebrenko ou encore Tougan Sokiev sont mis à l'écart sur différentes scènes internationales. Des représentations du ballet du Bolchoï prévues cet été au Royal Opera House à Londres ont été annulées. Par ailleurs, la Russie a été exclue du concours de l'Eurovision, dont la finale doit se tenir en mai en Italie. En Ukraine, un mouvement de cinéastes appelle au boycott total du cinéma russe. Ce mouvement menace donc la Russie d'isolement culturel. Alors, faut-il vraiment boycotter la culture russe? Faut-il boycotter les artistes russes? L'art russe relève-t-il du soft power de Vladimir Poutine? Les artistes russes doivent-ils s'engager contre la guerre en Ukraine? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Louba Jurgenson. Bonsoir à vous, vice-présidente de l'ONG Mémorial France, professeure de littérature russe à l'université de la Sorbonne. Vous êtes également écrivaine, estonienne d'origine. Merci d'être avec nous et bonsoir à vous. En face de vous, Evgeny Galperin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes compositeur français d'origine russe et ukrainienne. Vous composez d'ailleurs beaucoup de musique de films de toute l'Europe, il faut le dire. Tout à fait. Bonsoir à vous. Frédéric Mitterrand est avec nous. Bonsoir. Auteur de 1938, L'œil du cyclone, c'est chez XO Éditions. Ça vient de sortir, donc on montre la couverture. Frédéric Mitterrand, bien sûr, ancien ministre de la Culture entre 2009 et 2012 et amoureux des arts. Merci d'être avec nous. En face de vous, Irena Karpa, bonsoir, écrivaine, scénariste et musicienne ukrainienne. Bienvenue également dans ce débat. Alors, je vais revenir justement sur ce mouvement de cinéastes en Ukraine qui appelle à un boycott total du cinéma russe. Philippe Ilienko affirme même que la culture est un champ de bataille. On l'écoute. Nous ne nous battons pas seulement pour nos territoires, pour nos vies. Nous nous battons pour notre identité. Et dans cette situation, la culture est aussi un champ de bataille. C'est pourquoi je lance un appel au boycott du cinéma russe. Toutes les élites culturelles ou artistiques de chaque société portent une responsabilité devant cette société. Parce que la classe créative est toujours une composante morale de l'indignation d'une société. Et l'élite culturelle russe, ou du moins les cinéastes russes, n'ont pas seulement échoué à être cette composante morale, mais en plus, c'est avec leur soutien que ce régime en Russie a été construit. Et ceux qui ne l'ont pas fait ont approuvé par leur silence ce qui est en train de se passer. On peut comparer ça à la responsabilité collective de l'élite culturelle allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Irena Karpa, alors vous êtes une artiste ukrainienne. Est-ce qu'il faut boycotter effectivement le cinéma russe? Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Ilienko? Déjà, j'aimerais bien éviter le mot boycott. J'aimerais bien utiliser le mot mise en pause, la suspension, le retrait. Ce qu'il faut vraiment boycotter, ce sont les événements organisés par le gouvernement russe, par les institutions russes, donc tous les événements qui sont financés direct ou indirect par les oligarches liés au pouvoir et par le gouvernement. Après, pour d'autres choses, vraiment, il faut mettre en pause. Parce que si on voit, ça il faut faire par la solidarité du peuple ukrainien, par le deuil. Après que le monde a vu les cadres de Boutcha, je crois que c'est bien évident pourquoi il faut mettre en pause la projection des films, voilà, les traductions des livres, etc. Après la guerre, je veux dire, parce que ça, c'est la mesure temporaire. Après la guerre, quand les réparations seront payées, quand les criminels de guerre seront jugés, quand on va vraiment nous mettre autour de table voilà, on va discuter. Je serai peut-être la première qui va aller voir le film de Zviagintsev avec qui vous travaillez, qui j'admire comme réalisateur. Mais là, pour ce moment, il faut vraiment appliquer les sanctions culturelles. Une pause qui ressemble à un boycott, Evgeny Galperin. Vous êtes d'accord? Votre père, vous, est ukrainien et votre mère russe. Tout à fait. Mon père était un compositeur ukrainien. Il est né à Kiev et nous avons vécu tous les quatre, avec mon frère aussi à Kiev pendant quelques années.
Je pense que c'est vrai que c'est très difficile de parler d'une manière éthique aujourd'hui de l'art en général, alors que tout le monde a vu les cadres, en fait, les photos et a entendu les témoignages de Butcha. Je pense que c'était un choc pour le monde entier. Donc je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord dans le sens où parler de la vie culturelle aujourd'hui, que ce soit russe d'ailleurs ou pas, en fait, je ne sais pas si... Non, mais là on parle des Russes. Là on parle des Russes, mais en fait globalement c'est très difficile de parler de la vie culturelle aujourd'hui parce qu'en fait on est totalement accaparé par ces images-là. Par rapport à la culture russe, je pense que il y a deux cultures russes. Il y a une culture russe, c'est une culture qui est asservie au pouvoir depuis longtemps, qui est une culture qui sert à la propagande. C'est une culture qu'on ne voit pas du tout ici. En fait, c'est une culture qui n'arrive jamais jusqu'à les scènes européennes parce que, en fait, les Européens savent très bien faire la différence entre la culture de protestation ou la vraie culture russe et celle de la propagande. Celle qui arrive jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à l'Europe, c'est dans la grande majorité la culture des gens qui protestent contre Poutine. C'est dans la grande majorité les gens qui se sont toujours rébellés contre ce pouvoir. Par exemple, vous parlez des cinéastes plutôt par exemple, Zvegantsev, c'est un réalisateur dont les 2 derniers films ont été arrêtés. La production de ces films a été arrêtée parce que les sujets dérangeaient le pouvoir. Serebrennikov, un autre cinéaste russe, le réalisateur de Leto, a été assigné à résidence pendant 2 ans. Donc en fait... Donc vous faites une distinction. Il y a ceux qui sont pour le pouvoir. C'est pas seulement moi, je pense que les Français ou les Européens peuvent faire cette distinction. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent prendre parti? C'est-à-dire, est-ce qu'ils doivent dire clairement qu'ils sont opposés à la guerre en Ukraine? Je pense que c'est pas seulement le fait de prendre parti, évidemment. Mais je pense que en fait, c'est aussi sur leur acte, parce que Netrebko, par exemple, que vous avez cité, a pris parti après avoir supporté le régime de Poutine pendant très longtemps. Oui, mais elle ne s'est pas exprimée clairement. Voilà. Elle n'a pas appelé la guerre. Totalement, elle a retourné sa veste plusieurs fois. Donc en fait, il faut que ce soit sincère. Par exemple, je pense que c'est tout simplement les gens qui ont toujours, par leur acte, prouvé qu'ils étaient contre le pouvoir. Qui mérite le fait d'être compté dans nos rangs et pas dans le rang de l'opposition. Frédéric Mitterrand. Maintenant, après 2014, il faut voir qu'ils étaient contre le régime après 2014. Par exemple, oui, juste 2 mots, Zvegantsev, Faute d'amour, le film dont on a parlé tout à l'heure, la finale de film, c'est la propagande russe sur l'Ukraine, le plus terrible des mensonges de la propagande russe sur le garçon crucifié, qui est évidemment inclus dans le film d'une manière extrêmement critique. Pour critiquer l'intervention russe en Crimée. Frédéric Mitterrand, est-ce qu'il faut boycotter la culture russe? J'entends tout ce qui se dit avec beaucoup d'attention et de respect. Je pars d'un principe, ce n'est ni Tchekhov ni Tarkovsky qui ont attaqué l'Ukraine. C'est donc pour moi déjà un point clé. C'est-à-dire qu'il y a un patrimoine de la culture russe que je ne jette pas avec les bombes qui déferlent sur l'Ukraine. Par ailleurs, ce que dit Evgeny me semble très juste, mais aussi assez compliqué à appliquer, c'est-à-dire, et c'est un des problèmes que l'on a dans ce débat, c'est qu'en vérité, si on prend par exemple quelqu'un comme Gergiev, qui est un immense chef d'orchestre, proche du Kremlin, justement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Evgeny, parce que Gergiev, en fait, est venu en France, en Angleterre, en Allemagne, à de multiples reprises. Il a été très bien reçu, à juste titre, car nous étions dans une période de paix. Et là, maintenant, il est retourné en Russie, il n'en sortira pas. Et il a dû, justement, on lui a demandé de choisir, on lui a demandé de se prononcer contre la guerre, ce qu'il n'a pas fait. Et alors, est-ce qu'il s'est prononcé contre la guerre? Il s'est prononcé pour le silence. Et puis il est parti en Russie. Voilà. Il est coincé, en fait. Alors, il pourrait très bien, refuser cette alternative et décider de s'installer en Europe. Mais toute sa carrière a été faite par Poutine, par son talent propre, bien sûr, mais ensuite par Poutine. Parce qu'il est patron du théâtre Mariinsky. Il est patron du théâtre Mariinsky et il vient d'être récompensé d'une certaine manière de son attitude en devenant le patron de toute la musique russe, puisqu'il a hérité aussi du Bolchoï. Alors, évidemment, on ne peut pas inviter Gergiev, que je connais personnellement et pour qui j'ai de l'estime. J'ai même présenté un jour un gala de charité dont il était le chef d'orchestre et ça a créé une relation entre nous. Donc vous dites qu'il est piégé. C'est pas un vrai choix. Il est piégé, mais c'est un vrai choix aussi.
C'est un vrai choix aussi. On retombe sur le problème Furtwängler en Allemagne. Et donc, finalement, les comparaisons avec les périodes précédentes ou les périodes de despotisme s'imposent fortement. Voilà, j'ai l'impression que pour les Ukrainiens, c'est certain qu'on peut. Il y a certainement une ligne de fracture qu'on peut dessiner entre ceux qui sont véritablement l'expression de la culture russe officielle soutenue par l'État, et effectivement dans des périodes comme cela devenant vraiment des instruments de propagande, et pour lesquels évidemment on ne peut pas les présenter chez nous pendant la période que nous connaissons, et je crains malheureusement que la période soit plus longue qu'on l'imagine. Je crains même qu'elle soit très longue. Alors, et puis par exemple, il y a cet exemple, je vais être très, très rapide, mais il y a cet exemple de ce lycée en Vendée qui s'appelait Solzhenitsyn et qui a décidé de se débaptiser. Folie. Comment peut-on faire des choses pareilles? Alors justement, et quand on voit qu'il y a tout de même 2 festivals du film russe, un à Nantes qui est un festival universitaire et un autre à Honfleur, qui ont littéralement annulé le festival. Oui, mais c'est compréhensible. Louba Jorgensen. Vous êtes russe d'origine lettonne et vous vivez en France depuis très longtemps. Et vous avez signé une tribune dans Libération où vous appelez avec d'autres universitaires à accueillir les Ukrainiens, mais aussi les Russes, les Biélorusses, qui ont dû prendre le chemin de l'exil. Donc vous condamnez la guerre, mais vous soutenez les artistes russes qui rejettent la guerre. On ne peut que saluer le courage de ceux qui prennent des risques énormes, le risque d'être battus, d'être incarcérés, pour protester contre la guerre. Et alors qu'ils le font uniquement parce que c'est la voix de leur conscience. Personne ne les oblige à le faire. Donc je trouve que ces artistes-là, bien sûr, il faut, même si le danger qu'ils encourent est infiniment moindre, malgré tout, que celui que vivent les Ukrainiens, il faut les soutenir parce que c'est avec ces artistes, ces universitaires et ces écrivains que nous aurons à travailler demain pour une culture partagée avec l'Ukraine et construite avec l'Ukraine. Donc on aurait tort absolument de les rejeter. Mais maintenant, si on prend la culture russe sur le temps long, parce que la culture russe, c'est pas seulement les artistes d'aujourd'hui, et comme le disait Frédéric Mitterrand, c'est aussi Tchekhov, si on prend cet ensemble, alors d'une part, on est dans une situation paradoxale en fait, parce que d'une part, il faut quand même pas se leurrer, le pouvoir russe, que ce soit dans les années 30, que ce soit aujourd'hui, s'est servi aussi de Tchekhov, de Tolstoï, de Dostoïevski pour véhiculer sa propagande. La culture est aussi une arme de propagande. C'est une arme pour créer des lieux dans lesquels on procède au recrutement d'espions ou tout simplement dans lesquels les gens avides de culture, le consommateur, le centre culturel russe à Paris, par exemple. Sont piégés. Donc, il y avait, mais ça depuis déjà au moins 2014, il y avait des lieux à ne pas fréquenter, il y avait des subventions à ne pas demander et à ne pas accepter. Donc, il est clair qu'il faut absolument boycotter tout ce qui vient, tout ce qui est officiel, tout ce qui est tant soit peu financé par... Voilà, là-dessus, vous êtes tous d'accord. Mais le problème... Allez-y, finissez. Voilà, mais je voudrais ajouter aussi qu'il faut tenir compte du fait que malgré cela, la culture russe, c'est avant tout une culture d'opposition au pouvoir. Et que ce même Dostoïevski a passé 4 ans en bagne, que Pouchkine a passé des années en exil, que Tolstoï a été excommunié et il a rompu avec l'Église après avoir entendu un prêtre bénir la guerre, que Mandelstam est mort dans un camp, que Vassili Grossman a vu son manuscrit confisqué, Vassili Grossman qui était né à Odessa, Mandelstam qui était né à Odessa. Donc il faut considérer aussi la culture russe n'est pas homogène. Et moi, je suis contre l'ethnicisation de la culture. Toutes les cultures sont des cultures hybrides. La culture russe a été au contact avec la culture ukrainienne. Qu'est-ce qu'on fait de Gogol, qui est ukrainien ? Qu'est-ce qu'on fait de ces écrivains juifs qui sont tous, ou presque tous, nés en Ukraine? Excusez-moi, la question est très, très, très compliquée. Donc, d'ailleurs, en Mediapart, il y aura le matériel de ma collègue Irina Slavinska, qui exactement, elle regarde, elle analyse Dostoïevski, le truc sur Tvar Yadraja,
voilà, donc est-ce que je suis l'être tremblant ou j'ai le droit? Mais là, vraiment, donc là, c'est la scène où il observe le mitraillement de foule qui n'est pas armée. Donc là, c'est très intéressant. J'aimerais bien revenir là-dessus. Le problème que la culture était toujours instrumentalisée par le pouvoir russe. Malheureusement, c'était toujours servi par le propagande. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui soient vraiment indépendants. Peut-être plutôt dans le milieu des cinéastes documentaires, mais là, ils comprennent très bien cette nécessité de mettre à pause. Par exemple, Kira Kovalenko, que j'admire beaucoup, la réalisatrice documentaliste, elle a dit « je suis d'accord ». Elle était d'accord de retirer son film et donner plutôt la priorité au film ukrainien parce que le temps est comme ça. Parce qu'on peut Donc pas certains vraiment... Russes ont eu ce type de geste, comme les festivals d'ailleurs de cinéma russe qui ont été annulés. Les festivals qui annulent, on comprend qu'ils perdent de l'argent, ils perdent peut-être l'audience, mais on a beaucoup de respect pour cette action de solidarité parce qu'en ce moment, c'est très important pour nous. Et je vais expliquer pourquoi. Elle n'a pas pu le retirer, mais c'est vrai qu'elle a voulu, elle était d'accord pour le faire. Moi, j'ai l'impression que on parle beaucoup de grands noms. On parle beaucoup des grandes célébrités, des gens célèbres dans la culture russe. Moi, j'aimerais bien revenir un tout petit peu sur l'aujourd'hui, et ce qui se passe aujourd'hui. Et sur l'immigration, vous en avez parlé. Je suis issu d'une famille d'immigrés. On est arrivé en France en 90. L'Union soviétique était en train d'éclater. Il y avait la fin de la guerre en Afghanistan. Et c'est vrai que j'aurais trouvé très douloureux et injuste si, en arrivant en France, j'aurais été puni pour les méfaits de mon gouvernement qu'on a fui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de gens qui partent, c'est des artistes. Beaucoup d'artistes partent de l'Union soviétique en abandonnant tout, en laissant leur appartement de Russie, bien sûr, et de l'Ukraine aussi. Et d'Ukraine aussi. Évidemment. Alors justement, je vous interromps parce que c'est intéressant. C'est l'actrice Shulpan Kamatova, qui est une actrice russe très connue. Tout le monde l'a vue dans Goodbye Lénine. Je cite ce film qui a tout de même vraiment été beaucoup vu. Voilà quelqu'un qui a justement choisi de condamner la guerre. Et aujourd'hui, elle est obligée de quitter son pays. On va l'écouter. Je n'étais pas en Russie. J'étais en vacances quand la guerre a commencé. Honnêtement, je ne sais pas vraiment à quoi j'ai pensé à ce moment. Au départ, je pensais qu'il fallait attendre. Ensuite, j'ai signé une pétition contre la guerre. Puis, on m'a fait comprendre qu'un retour en Russie n'était pas possible. Frédéric Mirand, ça veut dire que c'est un choix à la Nouraïev pendant la guerre froide. C'est ça qu'il faut voir. Je pense à ceux qui se sont exilés, je pense à leurs familles qui lèvent derrière eux et qui vont certainement subir des vexations de toutes sortes. Ceux qui sont ici, bien sûr qu'il faut les soutenir. Et bien sûr qu'il faut continuer à voir ce qu'ils nous présentent. C'est presque un devoir pour les soutenir encore plus. Ils ont pris un risque terrible. Ils ont mis leur vie en accord avec leur morale, leur carrière en accord avec leur morale. Donc bien évidemment, il faut les soutenir. Et là, je ne peux pas vouloir suspendre leur voix ou boycotter, je suis d'accord avec vous, le mot n'est pas terrible, c'est pas possible. Au contraire, il faut les laisser s'exprimer comme ils le souhaitent. La deuxième chose que je voudrais dire... Oui, excusez-moi juste, toutes les voix qui sont anti-Poutine et qui sont dispersées dans le monde, je pense que ces gens-là doivent parler. Chaque manifestation culturelle est un acte de résistance. Je pense que les gens qui veulent résister par leur art doivent parler. Voilà. Les autres, non. Alors, les autres, non, mais... Simplement, je voudrais simplement dire une chose, c'est que... si la culture a toujours été, à des périodes différentes, depuis le tsarisme même, si la culture a toujours été une arme pour un pouvoir nettement despotique, il faut dire que Poutine a été particulièrement habile dans la mesure où il a beaucoup insisté sur sa politique culturelle, les opéras, les théâtres, le cinéma, etc. Et donc, le fait que beaucoup d'artistes se retrouvent piégés, alors qu'ils ne sont pas forcément poutiniens au départ, mais que finalement, d'un film à l'autre, d'une chose à l'autre, ils se sont retrouvés dans un engrenage, fait que maintenant, bien évidemment, on ne peut pas présenter leurs œuvres, ni les présenter eux-mêmes,
Mais il faut aussi, pour l'avenir, comprendre que certains sont plus encore victimes que complices. Irina Karpa. Oui, le problème est que vraiment, il recouvre les crimes de guerre par les grands mots comme Pouchkine, d'accord. Alors vous parlez russe, vous lisez Pouchkine, on va vous libérer. Donc c'est ça le narratif des Russes. C'est ça qui est... Non, je ne dis pas que c'est vous, c'est moi qui le dis d'ailleurs. Mais après, on parle beaucoup de soutien des artistes russes. Pourquoi on ne parle pas des artistes ukrainiens? Juste quelques exemples. La ballerine russe Olga Smirnova, elle est maintenant à Dutch National Ballet. Voilà, Dutch National Ballet. Alors elle, justement, c'était une étoile du Bolchoï, je redonne du contexte, l'étoile du Bolchoï qui a été pu partir de Russie. Voilà, mais et maintenant, le travaille pour l'opéra de Kiev, il est parti de cette vie. Il était tué pendant le bombardement à côté de Kiev. Après, Marina Ovsyannikova, qui vient avec un petit carton No War, elle est maintenant une héroïne et les millions le suivent. Et l'autre, la journaliste ukrainienne Alexandra Kuvshinova, elle était tuée quand elle essayait de dire la vérité à tout le monde entier. Personne ne parle d'elle. Qu'est-ce que vous voulez dire en fait? Il y a deux poids, deux poids qu'on en fait. Je voulais juste dire qu'on a trop de pitié pour les pauvres artistes russes et on oublie. Et alors j'ai vraiment, il y a Oleg Sentsov que vous connaissez sans doute tous, qui est maintenant dans l'armée ukrainienne, qui protège les valeurs démocratiques, qui protège l'Ukraine, qui protège sa patrie. Donc ça veut dire que les artistes russes, ils devraient s'engager, ils devraient peut-être même. Non, je dis ce que je dis. S'ils sont engagés, voilà, ils risquent leur vie. Ils risquent leur vie. Donc on ne peut pas comparer les enjeux de deux en ce moment. Il y a ceux qui perdent leur boulot, il y a ceux qui risquent de perdre tout. Leur maison, leur vie, tout ce qu'ils avaient avant et leur boulot aussi. On est d'accord, mais la question du débat, c'était faut-il boycotter les artistes russes? Alors, on répond à la question du débat. Ovsyannikova va peut-être perdre aussi beaucoup de choses. Oui. Ouais, on espère bien. Vous la voyez comme un traître, Olga Smirnova? C'était très bien, c'était un scénario. Du Bolchoï. Ah non, Ovsyannikova, c'est la journaliste. Ah oui, la journaliste. Non, c'est pas ça. Mais je crois qu'il faut voir aussi que la culture russe qui s'oppose au pouvoir de Poutine et la culture ukrainienne ont le même ennemi. Je crois que c'est important. Vous dites d'ailleurs la culture russe, c'est une culture européenne. C'est ce que vous dites dans Libération. Mais comme la culture ukrainienne, d'ailleurs. Mais bien sûr, comme la culture ukrainienne. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on doit faire distinction. Je reviens vers la question de spéculation. C'est pour ça qu'on évite le mot boycott. Et je reviens à notre volonté de tous les Ukrainiens, revenir aux discussions autour de table ronde quand tout sera fini. Ouais. Donc là, voilà. Et quand tout sera fini, moi je pense qu'on a aussi quelque chose à tirer, une leçon à tirer peut-être de l'expérience de l'immigration, justement. Parce que la culture russe... C'est pas seulement la culture de l'Union soviétique et de la Russie, c'est aussi une culture de la diaspora qui est une deuxième culture où se sont développées parce que l'Union soviétique a eu une longévité énorme, où se sont développées des maisons d'édition, des revues, des lieux de débat, etc. Et je me dis aujourd'hui, il faudrait qu'on ait... Et il y avait des revues, par exemple, dans lesquelles collaboraient des dissidents russes venus en Occident avec des dissidents ukrainiens qui d'ailleurs œuvraient de concert. Les Ukrainiens ne sont pas d'accord, vous dites... C'est très douloureux en ce moment. Il faut juste comprendre qu'est-ce que c'est douloureux. Vous avez vu les cadres de Boucha, de Irpin. Oui, bien sûr, on est tous effondrés. Pour le moment, ce n'est pas possible vraiment de participer. Alors, on va voir tout de même que Vladimir Poutine, lui, compare ce qu'il appelle la cancel culture, la culture de l'annulation, aux autodafés du Troisième Reich. On va écouter Vladimir Poutine. Aujourd'hui, ils essaient d'annuler un pays millénaire, d'annuler notre peuple. Je parle de la discrimination progressive envers tout ce qui touche à la Russie, de cette tendance qui se développe dans un certain nombre d'États occidentaux. On efface des affiches de concerts de Tchaïkovski, Shostakovich, Rachmaninov. On interdit les écrivains russes et leurs livres. La dernière fois, ce sont les nazis en Allemagne, il y a près de 90 ans, qui ont mené une telle campagne de destruction d'une culture indésirable. On se souvient bien des images des livres brûlés sur les places publiques. Il est impossible d'imaginer cela dans notre pays. Evgueni.
Alors, voilà, réaction. Mais est-ce que ça alimente aussi le discours de propagande de Vladimir Poutine? Alors voilà, il y a quelques jours, Poutine avait fait un discours qui était dirigé dans sa grande partie contre les résistants, ceux qui en Russie essaient de résister à sa vision du monde. C'est vrai qu'on parle de 30% de Russes qui ne sont pas d'accord avec la guerre, 20% de Russes qui ne sont pas d'accord avec la guerre, c'est très peu. C'est quand même 20 millions de personnes, 20-25 millions de personnes. Donc c'est quand même une partie importante de gens qui n'ont pas peur. Poutine, ça l'énerve énormément. On voit qu'il est... en fait, son discours est très violent, parce qu'en fait, il parle de la 5e colonne, il parle des gens qui ont des valeurs européennes, qui ne veulent pas se soumettre à la vision du monde russe et de l'opposition entre la Russie et le monde occidental que lui veut imposer. Donc on voit que si ça l'énerve à ce point-là, c'est que ces gens-là jouent un certain rôle en Russie, et que c'est vrai que si on se détourne d'eux, et j'entends ce discours souvent parce que je parle beaucoup avec les Ukrainiens, j'ai des amis de deux côtés, et c'est un cauchemar, surtout pour les Ukrainiens, aussi en deuxième partie pour les Russes. Et en fait, beaucoup nous disent, mais est-ce qu'ils savent qu'on résiste? Est-ce qu'ils savent qu'on publie des choses? Est-ce qu'ils savent qu'on fait ces choses-là? Parce que c'est pas pour qu'on les caresse, pour faire une caresse, c'est juste parce qu'ils ont envie que ces actions-là soient vues et que ça leur permet aussi de garder leur honneur, en fait, de cette manière-là. Mais je voudrais juste dire une chose, il y a quelque chose de très très bizarre, entre autres choses, chez Poutine, dans sa relation avec le nazisme. Il est toute la journée en train de parler des nazis. Les nazis, il n'y en a plus vraiment. Il y a des fascistes en France, etc., mais il n'y en a plus vraiment. On parle beaucoup, en général, des choses qui nous dérangent en nous-mêmes. Donc... Non, il parle du nazisme. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a passé 10 ans en Allemagne de l'Est? Non. Est-ce que... Non. Non, mais attendez, allez-y. Est-ce que c'est parce qu'il a... C'est très, très bizarre, cette relation. C'est une relation ambiguë, finalement. Il a un comportement très, très... C'est comme si, finalement, il les admirait comme étant leur rival ou leur concurrent. C'est très, très bizarre. Et quand il dit que la cancel culture, ce sont les autodafés du Troisième Reich, que pensez-vous? Tout de suite, la référence. Vous qui venez d'écrire un livre sur 1938. Oui, c'est toujours la référence. C'est très, très... Alors qu'on a vu des autodafés à Moscou, quand on a brûlé le livre de Sorokin. En fait, ça s'explique. Il y a eu des autodafés à Moscou aussi, ce que vous dites. Ça s'explique facilement par le fait qu'en Russie, les nazis, c'est un peu le mal absolu. Ouais, donc en fait, il tire ce mot, c'est ça, il tire ce mot de son chapeau à chaque fois qu'il veut définir un ennemi. Donc évidemment, tout en installant un régime fasciste lui-même, il accuse les autres. Et puis ça, c'est vrai que c'est... Oui, mais est-ce qu'il n'utilise pas également ce boycott? Parce qu'en fait, dans son discours, il utilise toujours quelque chose qui sont vrais, et effectivement, il les amplifie. Donc, est-ce que ce boycott, ce terme de boycott, Irena Karpa, est-ce que c'est pas le danger, justement, ce boycott? Est-ce qu'il n'a pas, je dirais, un effet boomerang qui fait que ça alimente encore ce discours de propagande? Vers ma précision, qui c'est pas le boycott, c'est la pause. C'est mise en pause, c'est comme les sanctions, économiques. Ça, c'est les sanctions qu'on évite les événements culturels liés à la Russie pour le moment. Voilà, et comme y compris par exemple quand à Zagreb, ils ont par exemple annulé un concert de Tchaïkovski. Bon, est-ce que ça fait partie pour vous du type de concert effectivement qui doit être annulé? Oui, là pour le moment oui. Pour le moment on met en pause tout. Après on reprend. Donc là c'est quand les coupables seront punis, on va reprendre. Donc même des compositeurs du 19e, vous faites pas de distinction. Là pour la culture, c'est vraiment... La culture est politique aujourd'hui. C'est ça la réponse. C'est ça le problème, que la culture est devenue politique. C'est l'usage de la culture qui est politique, c'est pas la culture. Sous le fleur de beauté, on passe encore. Non. Donc là, on essaye d'embellir les choses. C'est ça le plus grand problème. C'est l'usage et le détournement de la politique. C'est l'usage et le détournement de la culture qui sont politiques, mais ce n'est pas la culture elle-même. Donc un concert de Tchaïkovski, par exemple, annulé à Zagreb. Si c'est un orchestre qui arrive directement de Russie, on annule. Voilà, parce que c'est un organisme quasiment d'État. Et si ce n'est pas un orchestre russe, si c'est juste le compositeur... Si ce sont des musiciens croates, puisqu'on parle de Zagreb ou je sais pas, à ce moment-là, on n'interdit pas. Luba Jurgenson. Les musiciens des artistes russes. Mais j'aimerais aussi, encore une fois, revenir sur ce pan de la culture russe qui dérange profondément le pouvoir. Et en l'occurrence,
tout ce qui est témoignage sur les violences staliniennes. Et c'est un pan de la culture que l'on a vu marginalisé progressivement au cours des dernières années. En même temps a commencé à être persécutée l'association Mémorial, qui travaille précisément à la fois sur les violences du passé, sur la mémoire du passé et sur les droits humains. Et voilà. Et donc, pour commencer cette guerre, il fallait aussi détruire cette partie de la société civile. Mémorial a été dissoute le 29 décembre. Mais... Et comme a dit Konstantin Sigov, un philosophe ukrainien récemment, il a dit « J'ai compris le 29 décembre qu'il y aurait une guerre ». Parce que Mémorial a été interdite. Parce que cette association, redonnez un peu de contexte, Mémorial, voilà. C'est l'association qui permet de faire des enquêtes sur ces familles. C'est une association qui s'est créée au moment de la perestroïka et qui s'est spécialisée dans la restitution et de la mémoire des violences staliniennes, du goulag. Et qui a été dissoute. Et elle a été dissoute le 29 décembre. Elle a été persécutée et dissoute. Et dissoute ensuite. Ce qui est fascinant, c'est un peu ce que je vais essayer de raconter dans mon livre aussi, c'est les démocraties ont toujours un temps de retard. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, la guerre en Ukraine a commencé il y a 10 ans. Et la succession de crimes auxquels s'est livré Poutine, d'assassinats, n'ont pas suscité de réactions aussi violentes qu'elles auraient dû. Donc, il y a toujours une sorte de retard, pour parler familièrement, un retard à l'allumage des démocraties qui aurait dû en fait intervenir déjà plus tôt. Pour en revenir au sujet sur le boycott justement de la culture russe, Evgueni Galperine, pour rebondir justement sur ce que venait de dire Irina Karpa, l'art russe, est-ce que c'est du soft power au service de Vladimir Poutine aujourd'hui, dans un contexte de conflit en Ukraine? En fait, moi, je comprends très bien les artistes ukrainiens ont peur. La seule raison réelle, je pense... On a rage, en fait. Non, je n'ai pas fini. Ils ont peur que Poutine se sert de la culture russe pour camoufler et amadouer les Européens, l'Occident, en disant oui, c'est vrai, on a fait des bêtises, mais regardez, on a la guerre et la paix, on a Tchaïkovski, on a Shostakovich, on a Tarkovsky, etc. Moi, je pense que il ne faut pas prendre les Occidentaux pour des enfants. Je suis entouré par plein de Français, et pas seulement des Français, d'Européens, qui savent parfaitement faire la distinction entre Poutine, la démagogie et la propagande qu'il sème depuis des années, depuis effectivement 10 ans, et les artistes russes ou ukrainiens, ou l'art russe, en tout cas, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, ils sont totalement capables de faire la distinction. C'est pas parce qu'ils Mais est-ce qu'aujourd'hui, les artistes russes sont responsables aussi de ce qui se passe, de cette guerre? C'est ce que dit finalement Irina Karpa. Est-ce qu'il y a une responsabilité morale qui fait qu'effectivement, ils doivent être boycottés? Est-ce que Chalamov a été responsable des goulags staliniens? Non, je pense que Chalamov, au contraire, nous explique ce qu'est l'État stalinien. Ma question est rhétorique. Mais je voudrais juste laissez-le juste terminer, après je vais faire agir. Moi, j'ai l'impression que les artistes qui ne se sont pas rébellés, qui ne sont pas partis, qui sont restés et qui sont silencieux, ont malheureusement, je dois le dire, une responsabilité collective dans cette guerre et dans ces situations qu'ils vivent eux-mêmes. Les artistes qui résistent et qui sont partis et qui n'acceptent pas de faire partie de ces sociétés, je trouve qu'ils ont payé le prix fort pour justement ne pas avoir cette responsabilité. Mais est-ce que le choix, parce qu'on revient, il n'est pas un choix à la Nureyev, c'est-à-dire qu'effectivement les grandes stars de la culture peuvent choisir l'Ouest, si je puis dire, mais les autres, tous les autres qui doivent rester en Russie. Je voudrais prendre un cas d'école. Actuellement, à la Fondation Vuitton, depuis 5 mois, il y a l'exposition Morozov. Morozov, patrimoine du génie de l'intelligence russe, qui a acheté les Matisse et toutes ces choses-là alors qu'on ne les connaissait pas, qui les ont gardés pendant la période stalinienne cachés et puis finalement ressortis. Mais très bien. Mais une exposition comme celle-là, vous ne l'obtenez pas si vous n'avez pas des discussions quasiment de chef d'État en chef d'État entre le patron de Vuitton et Vladimir Poutine. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on On fait garde pour l'exposition, on renvoie tout de suite, on ferme l'exposition, on renvoie les tableaux. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et je pense, et là je suis assez d'accord avec ma voisine. Parce que les œuvres devaient être envoyées en Russie le 3 avril. Non, on ne peut pas garder les œuvres, c'est contre la loi. Ça, non, on les renvoie, bien sûr. Mais moi, si j'avais été encore aux affaires, tant où ça m'est arrivé, j'aurais renvoyé les œuvres tout de suite. C'est-à-dire vous auriez interrompu l'exposition. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ça, c'est exactement le cas typique d'un élément patrimonial incontestable, magnifique, qui fait courir tout le monde et qui sert en vérité de sous-marin de la propagande poutinienne, puisque ça n'aurait pas pu être fait sans Poutine. Irena Karpa. En même temps, la Fondation Louis Vuitton est privée, hein, donc je ne sais pas. Ouais, quand vous parlez oui, elle est privée, d'accord, mais elle est privée. Donc, c'est l'autorisation de Poutine qui a fait que ça s'est fait. Le monde sera pour toujours privé des œuvres de Maria Primachenko, par exemple, dont les musées sont brûlés par les Russes. Donc il y a aussi le musée de Kharkiv. Il y a plein de patrimoine architectural qui est détruit dans ce temps réel quand on parle. Voilà, c'est de ça que je pense quand on discute. Et ces œuvres, elles devraient justement... Vous rejoignez Frédéric Mitterrand, oui, ça devrait être renvoyé. Toutes ces œuvres. Alors oui, bien sûr. L'exposition aurait dû être arrêtée. Oui, il fallait marquer le coup. Alors, bon, c'est une entreprise privée. Bernard Arnault, pour ne pas le citer, c'est la tête je ne l'ai pas cité. Non, mais bon, voilà, je donne l'information. Je ne veux pas faire d'intuitif personnel, mais donc je ne l'ai pas cité, mais j'ai cité un cas d'école classique qui fait que, en vérité, eh bien, c'est pas possible de présenter, malgré son immense qualité, une exposition qui n'aurait pas eu lieu sans l'accord, l'appui de Vladimir Poutine. Donc ça veut dire on fait passer le combat avant l'art, c'est ça que ça veut dire? Non. On fait passer le combat. On fait passer. Je suis désolé. Allez-y, après je vous fais réagir. Oui, on fait passer le respect de la culture avant son utilisation et son détournement. Il faut faire passer le combat avant l'art. Votre réaction, Louba Jürgensen? Non, mais l'art peut être aussi le lieu du combat. Et donc c'est ça qu'il faut retenir. Et je pense qu'il ne faut surtout pas laisser à Poutine le territoire de l'art et de la culture. Il ne faut pas qu'on se dise Tchaïkovski et Poutine, c'est la même chose. Oui. Donc c'est extrêmement important d'arracher aussi la culture à ce pouvoir qu'il a usurpé et qui s'en sert. Mais c'est toute la difficulté. Pour en revenir à mon exemple, on parle effectivement des grandes stars du Bolchoï qui peuvent effectivement... Mais ceux qui doivent faire ce choix, qui est un choix extrêmement difficile. Tchaïkovski et Poutine, c'est la même personne. D'ailleurs, l'acte des signes était inventé en Ukraine. C'était chez les amis ukrainiens de Tchaïkovski qu'il a eu cette idée. D'ailleurs, dont la maison a été bombardée récemment. Et tous les artistes modestes, tous les gens qui travaillent, les gens qui font de la musique, les milliers et milliers de gens qui sont en Russie aujourd'hui, et qui certainement sont plus conscients parce qu'ils ont vu plus de choses que les gens qui vivent à Novosibirsk, par exemple, même si je pense qu'il y a à Novosibirsk, il y a aussi un grand théâtre. Tous ces gens-là, on ne peut pas les punir non plus. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que l'art peut être tout à fait une arme. Et je pense que aussi bien... En fait, il faut laisser ceux qui veulent l'apprendre et qui n'ont pas peur. Je pense qu'il faut laisser le faire et se battre comme ils peuvent contre la Russie d'aujourd'hui, pour la Russie de demain, pour l'Ukraine en premier lieu. Et je pense que beaucoup d'artistes réfugiés qui sont ukrainiens ou russes vont se battre pour la même chose. Irena Karpa, pour justement cette question, est-ce que ça a vraiment un impact ce boycott culturel ou en tout cas effectivement cette pause dont vous parlez? Est-ce que ça a un impact? Oui, parce qu'on a quelque chose à proposer. Est-ce que l'impact est d'abord psychologique? Est-ce que l'idée c'est vraiment d'isoler toute la culture russe? C'est ça l'idée? L'impact c'est toujours c'est mettre la pression en ce moment. Voilà, c'est ça l'impact. C'est le moment où on fait attention à ce qui arrive et donc on est vraiment très reconnaissant par toute la communauté qui nous est solidaire en ce moment. Et ce qu'on aimerait vraiment proposer pour le monde entier, c'est découvrir l'Ukraine, découvrir le cinéma ukrainien, la peinture ukrainienne, traduire les auteurs ukrainiens, faire les chaires où les gens puissent apprendre la culture ukrainienne, la langue ukrainienne. Parce que ça, c'est sûr, on a de quoi proposer. On a les danseurs de ballet,
On a de tout. C'est juste que c'était toujours, malheureusement, par la rhétorique russe, c'était toujours mis quelque part en arrière. Donc là, on remplace une culture par une autre. Non. Non, pas du tout. Je ne vous dis pas ça. Non, je vous dis, on présente la culture ukrainienne. Donc, vous essayez de me choper par les mots. Je vois très bien. Non, on ajoute. On a bien sûr, on a sans doute une très grande ignorance en France, pas ma voisine, de la culture ukrainienne, parce qu'elle a été en quelque sorte étouffée par l'idée de la culture soviétique et ensuite par la toute omnipuissance de Vladimir Poutine. Bon. Il y avait moi, dans le métro, encore il n'y a pas longtemps, il y avait des affiches pour les ballets de Kiev, etc. Mais c'était en fait perçu quasiment comme déjà une espèce de truc poutinien. C'était pas... Mais il y avait le ballet de Kiev tout de même. Est-ce que c'était le ballet de Kiev? Ou pas? Qui dansait là? Qui était là? Je ne sais pas. En tout cas, la connaissance de la culture ukrainienne, elle est faible. Il y a eu de grands écrivains, il y a eu des poètes, il y a eu des musiciens et tout ça. Vous avez absolument raison. Mais il n'est pas question de retrancher des éléments de la culture russe pour les remplacer par des Ukrainiens. Il est question d'ajouter, d'enrichir. Voilà, moi c'est ce que je pense. On a peu réfléchi sur le colonialisme russe à côté des autres colonialismes. Et le moment est sans doute venu d'ouvrir vraiment cette page aussi dans la recherche. Cette dimension coloniale de la culture russe, on doit aussi la travailler. Donc il faut faire une introspection. Absolument, il faut y réfléchir. On a les artistes qui étaient physiques. Oui, j'ai juste ajouté sur les cultures coloniales, mais on ne les a pas forcément effacées pour autant. Les années 30, vous êtes grand spécialiste, mais on se souvient combien d'artistes étaient détruits, étaient massacrés, physiquement, ils étaient détruits. Donc la question pour nous, c'est de ne pas répéter ça, parce que on voit, vous avez vu l'article de Sergueïtsev, voilà, c'est ce monsieur qui est conseiller de Poutine, c'est le média officiel russe, où ils ont noir sur blanc le plan de destruction d'Ukraine, y compris la culture. Donc, c'est pour nous faire maintenant en sorte que la culture ukrainienne existe, qu'elle est mise en valeur, qu'elle est mise en lumière. C'est ça l'objectif. Ça, c'est une vraie bataille. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de colonisation. Effectivement, Poutine, et pas seulement lui, les autres dirigeants avant lui, regardaient l'Ukraine comme une sorte de colonie, un peu comme la France avec l'Algérie à une époque. D'ailleurs, pendant la guerre d'Algérie, je ne sais pas s'il y avait des appels au boycott de l'art français, ni quand... Bon, voilà, je ne pense pas que c'était une méthode qui était utilisée avant. Mais c'est vrai qu'il faut considérer que l'Ukraine a été pendant très longtemps colonisée par la Russie, colonisée par aussi Poutine dans le XXIe siècle, et que sa libération va forcément permettre à l'art ukrainien d'arriver en Europe dans une quantité beaucoup plus grande, beaucoup plus libre, parce que voilà, c'est un pays qui s'est libéré et qui compte, je pense, prendre sa place. Alors là, Frédéric Mitterrand, un mot de conclusion, parce qu'on a terminé. Oui. Le problème, c'est qu'on parle d'après, là, mais on ne sait pas ce qu'est l'après. Parce que ce n'est pas parce que l'armée russe a évacué les alentours de Kiev en laissant la mort et l'horreur derrière elle que c'est fini. Non. Et pas du tout fini. Donc l'après, c'est dans longtemps. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut... On ne sait pas quand, en tout cas. On ne sait pas. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut rester très, très vigilant sur tous les points que nous avons abordés aujourd'hui pour essayer d'avoir des attitudes raisonnables et mesurées et morales. C'est difficile. Merci beaucoup. En tout cas, ce sera le mot de conclusion. Merci beaucoup, Frédéric Mitterrand, d'avoir été avec nous. Merci, Evgeny Galperine. Merci à vous, Irina Karpa. Merci, Luba Jurgenson. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et vous restez avec nous sur France 24.